Commissaire, Mesdames, Messieurs et chers amis, je suis très heureux de participer aux côtés d'intervenants de qualité à cette conférence organisée par la Confédération européenne des syndicats et par l'Institut syndical européen. C'est d'ailleurs pas un hasard si notre première manifestation publique en tant que commissaire désigné aux affaires économiques, financières, à la fiscalité et à l'union douanière se déroule dans ce cadre-là. Je veux y voir le signe de la volonté qui sera la mienne d'associer l'économique et le social. J'aurai l'occasion d'y revenir. C'est un événement qui permet, je le sais, de rassembler des personnalités politiques, des personnalités économiques, académiques, syndicales bien sûr, pour nous interroger tous ensemble sur les enjeux d'une Europe à la croisée des chemins. Nous sommes invités cette année à réfléchir sur la voie pour des emplois de qualité et pour plus de prospérité en Europe. C'est un bon thème parce que c'est au cœur du projet européen. Je crois que c'est très profondément, dans le moment difficile que nous vivons, au cœur des attentes de nos concitoyens. Parce que le terme croisée des chemins, c'est un terme galvaudé, on l'utilise très souvent. Mais là, nous y sommes, plus que jamais. J'ai la conviction que les 5 prochaines années sont des années totalement décisives pour l'Europe. Il y a, vous l'avez dit, Madame la Secrétaire Générale, des institutions nouvelles. Il y a un nouveau Parlement européen, le président est ici, il y a une Commission européenne qui va s'installer, il y a un nouveau président du Conseil européen, il y a eu des élections européennes qui ont délivré un message très clair, me semble-t-il, qui est un message d'attente, je veux dire même d'exigence par rapport à ces institutions. Et nous avons un devoir de résultat en matière de croissance, d'emploi, d'investissement. Ce que les Européens ont dit le 25 mai, c'est une inquiétude qui nous oblige à nous tourner vers cette Europe des résultats, vers le progrès, vers la prospérité durable. C'est vrai, particulièrement dans le domaine de l'emploi, alors que le chômage, notamment celui des jeunes et des travailleurs qu'on appelle âgés, qui ne le sont pas en vérité, atteint des sommets inquiétants, comme ça a été montré auparavant. C'est pourquoi je voulais vraiment participer à cette conférence aujourd'hui, vous faire part de mes convictions, de mes engagements sur ce thème. D'abord, peut-être quelques mots pour rappeler, ils peuvent être rapides parce que ça a été dit avant moi, d'où nous venons. Les économies avancées, comme on dit, ont connu depuis 2008 la crise économique et financière la plus grave depuis celle des années 30. En Europe, et particulièrement dans la zone euro, la crise, qui était d'abord financière, qui est essentiellement venue du secteur privé, a rapidement déstabilisé les finances publiques des États. C'est ce cercle vicieux des dettes privées, des dettes souveraines qui s'est mis en place. Et puis, tout ça a débouché sur une crise des dettes publiques. Et pendant un temps, je me souviens quand j'étais ministre de l'économie et des finances, quand je suis arrivé au gouvernement français en 2012, il y a eu une question fondamentale sur l'intégrité de la zone euro. Vous vous souvenez des menaces qui pesaient sur elle, et sur l'existence même de la zone euro. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Depuis l'été 2012, justement, grâce à l'action décidée de la Banque centrale européenne, et je pense que la conduite des affaires par M. Draghi est une conduite fine, subtile, éclairée souvent, mais aussi grâce à l'engagement politique et très ferme des États membres, la crise que j'appellerais existentielle de l'euro est derrière nous. Oui, l'euro a gardé son intégrité, oui, l'euro a préservé son présent et assuré son futur. Les taux d'intérêt ont retrouvé des niveaux historiquement bas, l'accès au marché est en passe d'être retrouvé, même par les pays les plus vulnérables de l'Union, je pense à ceux qui sont aujourd'hui sous programme. Alors, nous sommes dans une situation où l'Europe et la zone euro ont retrouvé la stabilité. Il y a une sorte d'accalmie, mais cette accalmie, elle est insuffisante. La stabilité ne suffit pas. Il faut aller au-delà, il faut retrouver de la dynamique. Et on ne peut pas dire que la crise est derrière nous. La crise de l'euro est derrière nous, mais pas la crise dans la zone euro, pas la crise économique. Quels sont les indicateurs? Ils ont été mentionnés avant. Nous sommes 6 ans après le déclenchement de la crise. La zone euro n'a pas retrouvé son niveau de production d'avant-crise cette année. Le chômage atteint des niveaux absolument inacceptables. Et Jean-Claude Juncker évoque de manière que je trouve très juste l'existence d'un 29e État membre. C'est l'état de ceux qui n'ont pas d'emploi. Et comme il l'indique lui-même, moi je fais mienne cette revendication, cette proclamation. Il est vital que ce 29e membre soit réintégré
aux autres, car il n'y a que 28 membres dans l'Union européenne. Le reflux du chômage semble s'amorcer dans certains États membres, mais on a une tendance qui, quand même, globalement, est loin d'être franche, et c'est téméraire, en réalité, de s'attendre à une réduction spontanée au cours des années à venir. Autre point que je tiens à souligner, l'endettement public et privé atteint des niveaux très élevés dans l'ensemble de l'Union, toujours élevés. Donc, il y a une gageure économique sans précédent qui est de mener de front la réduction de la dette publique, de la dette privée, qui pèse aussi fortement et durablement sur l'activité. Et toute la difficulté pour nous, c'est qu'il n'y a pas de croissance sans désendettement. Je suis persuadé que l'argent qui est consacré au remboursement de la dette publique est un argent inutile. Il ne sert pas les services publics auxquels vous êtes attachés. Il ne permet pas de financer des hôpitaux, des écoles, des universités. Il ne permet pas non plus d'améliorer la compétitivité économique. Mais en même temps, s'il n'y a pas de croissance sans désendettement, il n'y a pas non plus de désendettement sans croissance. Il faut qu'on réussisse à équilibrer les deux. Après une première reprise avortée en 2012, nous sommes, depuis cet été, face à une perspective que nous devons conjurer, qui est celle d'un deuxième essoufflement. Ça pourrait être, si on y prend garde, et si on n'est pas capable d'accélérer, le prélude à une période longue de basse croissance et de faible inflation. Et ce serait irresponsable, à mon avis, de sous-estimer le risque d'un scénario japonais du passé, des décennies japonaises, pour la zone euro. Pour deux raisons que l'exemple japonais nous enseigne. D'abord parce qu'un tel épisode ruinerait nos efforts en matière de réduction des déficits des dettes publiques. Sans croissance, pas de désendettement, je le répète. D'autre part, parce que l'Union n'est pas une nation comme le Japon, et les tensions qu'une nouvelle décennie difficile ferait naître dans nos sociétés risqueraient d'éroder durablement l'adhésion au projet européen. Voilà pour le diagnostic. J'en déduis une conviction très profonde pour ma part, et c'est comme ça que j'aborde les responsabilités qui me sont confiées, qui seront confirmées après que le Parlement européen, cher Martin, lui-même approuvé tout ce travail et cette composition de la Commission. La nouvelle Commission est face à une tâche véritablement historique. Je le dis avec vraiment mon cœur, mes tripes, ma conviction. Si nous ne sommes pas capables de ramener la croissance et la confiance dans une Europe porteuse d'avenir, le projet européen, auquel j'ai consacré beaucoup de ma vie d'homme public, en France, en Europe, ce projet ne pourrait ne pas résister. Les dernières élections ont été un avertissement, peut-être un dernier avertissement. Les prochaines ne seraient pas uniquement le désenchantement, mais ce serait le rejet, si nous ne sommes pas capables d'inverser la tendance. Et donc, il faut écouter cette demande de nos concitoyens. Et une formule que j'utilise souvent, je le dis ici, le business as usual n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut céder sur la consolidation budgétaire, c'est nécessaire. Mais ça veut dire qu'il faut ajouter l'élément dynamique, l'élément stabilisant. C'est ça l'enjeu maintenant. Alors, disant ça, j'ai parlé de la Commission, il faut être clair, il y a de nombreuses actions décisives, beaucoup même, qui sont du ressort des États membres pour actionner le levier de croissance et de création d'emplois. Mais le rôle de la Commission européenne et du Parlement européen est plus que jamais crucial. Ils vont améliorer la méthode de travail au sein de l'Union. Ce travail d'équipe qui doit vaincre la stagnation qui nous menace. Il faut travailler en équipe entre institutions, d'une part. Commission, Banque Centrale Européenne, Conseil, Parlement Européen, tous doivent agir de concert. Il faut travailler en équipe au sein de la Commission. Et là, il y a une nouvelle organisation, je ne vais pas y revenir, mise en place par Jean-Claude Juncker, qui devra permettre une plus grande réactivité, une plus grande capacité collective de concentration sur les priorités, une plus grande force d'entraînement du collège pour entraîner et affronter les défis actuels et à venir. Alors, quel peut être, dans ce contexte, le rôle d'un commissaire aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et aux douanes? Claude Rolin m'a soufflé un peu ce qu'il faut faire. Il faut être ambitieux et modeste. Je pense que c'est une bonne définition de l'action publique. Et je voudrais vous donner, à titre personnel, quelques lignes de force que je vois structurer mon action au service de la croissance et l'emploi à court et moyen terme. La première priorité d'un commissaire en charge de ce portefeuille important, c'est de garantir la confiance dans l'Union, dans ses règles, dans ses outils. Et le commissaire aux affaires économiques et financières est naturellement le gardien des règles communes. Ces règles, elles sont intelligentes. Elles ont été au fil des années améliorées. Il ne faudra pas compter sur moi pour remettre en cause ces règles. Parce que la reprise avortée de 2012 que j'évoquais
précisément, la loi a l'effet désastreux sur la croissance d'une crise généralisée de confiance. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas non plus de croissance et de possibilité d'aller de l'avant. Alors, la confiance, elle est nécessaire, elle est même primordiale, mais elle ne suffit pas pour ramener la croissance. Les ressorts de la croissance, aujourd'hui, ils sont doubles. Nous devons agir à la fois sur l'offre et sur la demande. Et pour ce faire, il faut réformer nos économies, tout autant que nous devons réformer les marchés, les biens, les services, les capitaux, du travail. Ce sont des réformes qui sont bénéfiques pour le potentiel de croissance des États membres, qui sont aussi des avancées sur la voie de l'achèvement du marché intérieur, qui reste un atout très important pour l'économie européenne, qui est une des garanties de la compétitivité de l'Europe dans le monde. Mais ces réformes, je suis réformiste, je suis progressiste. Elles ne doivent pas être menées contre les citoyens. Il y a plusieurs aspects qui sont importants. D'abord, le principe de subsidiarité, il est fondamental. La qualité du dialogue social au niveau national, mais aussi au niveau européen, c'est tout à fait crucial. Pour moi, le dialogue social, ce n'est pas un coût, ce n'est pas une contrainte, c'est une force, y compris économique. Et là, je dirais que le travail de la Commission, c'est un peu celui d'un contrôleur aérien, pilote sur les États membres. Et là, il faudra un travail d'équipe. Je pense par exemple à la coordination qu'il faudra avoir entre Jonathan Hill sur le marché des capitaux, Marianne Thyssen pour le marché du travail, Valdis Dombrovskis pour la coordination du semestre européen. Et moi, je m'efforcerai de jouer mon rôle, qui est d'expliquer, de proposer, de comparer, d'inciter, de convaincre, pas d'ordonner, parce que je suis convaincu que la réforme est une réforme positive quand elle est comprise et quand elle entraîne. Enfin, les réformes structurelles ne suffisent pas non plus à elles seules, en tout cas, à ramener la croissance dans un contexte très particulier. Il faut aussi que la politique monétaire joue son rôle. Je salue à nouveau l'action décidée de la Banque centrale européenne. Quant à la politique budgétaire, les États sont dans le cadre de règles que nous nous sommes fixées, qui sont le gage de la confiance sur laquelle rien n'est possible. Dans ces conditions, il est absolument crucial d'utiliser à bon escient, c'est une question que vous avez posée, les ressources dont la zone euro dans son ensemble dispose encore et dont l'Europe dans son ensemble dispose encore. La mobilisation des 300 milliards d'euros sur 3 ans annoncée par Jean-Claude Juncker, c'est un chiffre significatif, il faut voir ce qu'il y a derrière. Vous avez demandé, Madame la Secrétaire Générale, devra, de mon point de vue, se faire dans cette perspective. Et je ne doute pas que cette mobilisation se fera en bonne coopération avec le vice-président Katainen que je voyais tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'il y ait une équipe économique à la Commission. Il ne faut pas qu'il y ait des hommes qui s'opposent. Il ne faut pas qu'il y ait de combat bureaucratique. On doit tirer dans le même sens. Et on va le faire. Quelles sont les clés d'une mobilisation réussie? Un, ciblage. Je pense que les secteurs d'avenir doivent être notre priorité commune. Je citerai l'énergie, la transition énergétique, l'éducation, la recherche et l'innovation, les télécoms, encore l'économie numérique. Deux, ce que j'appellerais le minutage, ou l'usage positif du temps. Nous n'avons pas, dans la situation actuelle, qui est une situation d'urgence, le loisir d'attendre 2 ans pour que les effets de la mobilisation puissent être visibles. Et donc, il faut agir vite. Vite. C'est ce que souhaite la Commission, c'est ce que souhaite le Parlement, parce que les risques macroéconomiques qui sont à régler maintenant, nos concitoyens, je le redis, attendent des résultats. Il n'y a pas de temps à perdre. Et troisièmement, c'est assemblage. Nous devrons, je ne peux pas développer ça ici, parce que d'abord, c'est la Commission actuelle qui est aux manettes, il faudra que nous y travaillions encore davantage, que nous nous ajustions. Nous devons trouver la juste combinaison de fonds privés et de fonds publics. Les financements publics doivent être mobilisés lorsque c'est nécessaire. Les financements privés lorsque c'est possible. Et il faudra aussi calibrer l'ajustement ou l'articulation entre financements nationaux et financements européens, avec une seule boussole qui est l'efficacité, et avec pour ligne la mobilisation de financements nationaux lorsque possible. Les financements européens, je répète, lorsque nécessaire. Pour les financements européens, nous avons des outils dont nous nous saisirons, notamment ceux de la Banque européenne d'investissement. À l'évidence, elle peut, et je sais qu'elle veut, faire plus et faire mieux pour l'investissement. Après, derrière ça, je ne veux pas entrer dans la technique. Plusieurs outils existent. La question de savoir quelles sont les ressources qui permettent d'aller dans ce sens-là se pose. Nous aurons à traiter tout ça. Voilà les quelques mots que je souhaitais prononcer dans le cadre de cette section inaugurale. Je suis un responsable politique, je suis un citoyen,
Et ma conviction, c'est que le social doit être au cœur de nos actions en Europe, notamment celle de la Commission. Et avec le Parlement européen, nous pourrons travailler ensemble avec tout le collège des commissaires, sous la présidence de Jean-Claude Juncker, c'est aussi une préoccupation, avec une tâche, je le répète, qui est historique, qui est de renouer avec le peuple européen, lui redonner confiance dans l'avenir. Et pour ça, il faut lutter de manière plus résolue encore contre le fléau du chômage, faire advenir une vraie démocratie économique européenne qui donne toute sa place au dialogue social. Et dans cette tâche-là, il faudra se coordonner étroitement avec le Parlement européen, avec le Conseil européen, avec les États membres. C'est un prérequis pour bâtir l'Europe de l'emploi et de la prospérité durable. Je salue à nouveau cette initiative qui nous réunit ce soir, parce que c'est une opportunité pour faire vivre le débat, pour apporter des propositions concrètes. Et je le redis pour terminer, en effet, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes attendus en matière d'emploi, de qualité, de prospérité. Le projet européen a besoin d'un nouveau souffle, je dirais presque d'un nouveau départ, d'une nouvelle ambition, une ambition modeste, mais cette fois-ci quand même très résolue. Et j'en appelle à la mobilisation de chacun et de tous ces 5 prochaines années pour l'Europe que nous aimons, l'Europe que nous défendons, qui ne sera à nouveau comprise comme un espoir et non plus comme une contrainte, que si elle est capable de traiter cette question de la croissance et de l'emploi avec énergie et vigueur. Merci.